vous rappelle qu'on avait programmé pour ces débuts d'après-midi, c'est pas un atelier, une intervention sur l'histoire des incorporés de force d'Alsace-Moselle durant la Seconde Guerre mondiale. Je vous présente Bernard Rodenstein, qui est une personnalité très connue en Alsace, pas simplement autour de la question des incorporés de force. Il a créé une association à ce sujet, vous en parlez, mais il est aussi connu pour avoir créé une très grosse structure à Colmar qui s'appelle Espoir, qui a beaucoup travaillé, qui travaille toujours beaucoup avec les personnes en difficulté, qui a fait du travail avec les gens en prison, qui travaille vraiment dans le social, qui se bat contre les violences structurelles. Et je connais Bernard depuis quelques années. Il m'avait même accepté sur ta liste au municipal il y a 6 ans. Hein, on avait fait le score qu'on avait fait, mais c'était bien. Et du coup, on se voit de temps en temps, ça fait plaisir de te voir et je te remercie beaucoup d'être venu. Bernard, ce qu'on va faire, c'est que Bernard va intervenir, il va parler comme il l'entend, et puis après, on s'échangera avec des questions. Voilà, merci. Merci Jean-Yves, merci à vous toutes et tous de m'accueillir parmi vous. J'aurais bien aimé participer dès ce matin et rester après, mais je suis un retraité, et comme vous le savez, les emplois du temps des retraités sont assez chargés. Donc, pour vous permettre de situer ma contribution à votre rencontre, quelles sont mes confrontations avec les violences, pour que vous puissiez effectivement situer, pas ma personne, mais mon action. Je pourrais bien sûr vous parler de la violence de la naissance. Je ne le ferai pas, non pas parce que c'est pas intéressant, mais parce que je suis né un 24 décembre au soir dans une clinique tenue par des bonnes sœurs catholiques et que j'ai été promené dans toutes les chambres comme l'enfant Jésus. Donc vous voyez que ça ne peut pas plus mal commencer. J'oublie donc cette première violence qui est faite à nous tous, à naissance. Bernard, voilà. J'oublie aussi très volontairement les violences physiques subies de par mon engagement dans le travail auprès de marginaux, dont parlait Jean-Yves, parce que j'estime que les violences que j'ai subies là ne m'étaient pas destinées. C'est une façon pour des personnes qui sont vraiment prises à la gorge de dire l'extrême de leur désarroi, et ils ne peuvent le dire à personne d'autre qu'à celles et à ceux qui sont autour d'eux et autour d'elles. Donc je les oublie aussi, pour ne parler finalement que de celles que j'ai ressenties de manière très existentielle par la disparition de mon père. Né à décembre 42, mon père a fait l'objet de l'incorporation de force dans l'armée allemande, nazie, à partir du mois de mai 1943. Autant dire que je ne l'ai pas connu, et que la seule fois où il est revenu en permission, j'étais encore trop petit pour avoir le moindre souvenir de lui. Donc, quand je prends conscience, à partir de 46-47, jeune enfant, du non-retour de papa de la guerre, alors que le sujet est relativement tabou dans la famille, on n'en parle pas, c'est une grosse douleur, on ne l'évoque pas, mais tout le monde la porte de manière extrêmement lourde dans son cœur, dans son esprit, et donc ça imprègne nécessairement le contact avec tous les êtres humains qui sont de près ou de loin concernés par ce drame. Et évidemment, au fil des ans, je découvre un peu plus ce que c'est que d'être porté disparu sur un front d'une guerre, parce que ce n'est qu'en 2002, donc il y a 12 ans de cela, que pour la première fois de ma vie, j'ai découvert une mention de la mort de papa sur une plaque mémorielle en Lituanie. Jusque-là, j'ai 60 ans, maman, mon frère, moi, nous ignorions absolument tout du devenir de papa à partir de juillet 44. Ça veut dire que, en termes de violence ressentie, je crois qu'on ne peut pas faire mieux, parce que
c'est pas une violence brutale, elle est insidieuse, elle est quotidienne, elle est de tous les instants, elle est tout simplement insupportable. À tel point que tous se racontent des histoires sur l'éventuelle survie de papa, quelque part dans un coin de la Russie, peut-être amnésique, peut-être blessé, peut-être remarié, père d'une autre famille, enfin, on se raconte de tout, de rien, mais l'idée qu'il puisse être mort dans la mesure où il n'y a aucun élément perceptible pour le prouver ou pour l'attester, c'est tout simplement pas pensable. Donc, ma confrontation à une vraie violence, elle vient de là, de cette espèce de brutalité avec laquelle un enfant se découvre privé d'un père, par fait de guerre, et de surcroît dans des conditions inexpliquées. En tous les cas, rien de palpable pour s'y rapprocher. Contrairement à mon oncle, qui lui aussi est mort dans les Carpates la même année, 44, mais mes grands-parents ont eu un télégramme de l'armée allemande pour les informer de sa mort. Donc c'est pas mieux, mais au moins c'est dit. Il y a des mots qui ont été mis tout de suite sur cette mort, et il a été plus facile à ma tante et à ma cousine de faire leur deuil que pour nous, qui n'avons jamais pu le faire, et qui, je crois, ne le feront jamais complètement, dans la mesure où nous ignorons encore aujourd'hui le contexte exact de la mort de papa. Voilà donc une première violence que j'ai ressentie de manière existentielle et qui ne m'a plus jamais quitté. Évidemment, vous comprendrez fort bien ma haine de toute forme de guerre depuis lors. J'en ai fait, enfin, vous le trouverez sur le petit texte, une petite phrase qui est gravée sur une plaque à la mémoire de papa sur sa tombe. La haine engendre la guerre engendre la mort, elle nous prend le plus beau cadeau, la vie. Donc ça, c'est pour moi l'origine probablement la plus profonde de ma perception violente de toute guerre. Ensuite, violence sociale. J'ai grandi dans un quartier, enfin dans une maison qui était située à mi-chemin entre un hospice de vieillards et un bistrot qui se faisait des couilles en or grâce aux petits vieux de l'hospice de vieillards. Tous les après-midi, ces petits vieux étaient lâchés dans la nature, et évidemment tous avaient rendez-vous au Tilleul, restaurant du Tilleul, rue de la Forge à Logelbach, et le bistrotier, tant qu'ils avaient quelques sous en poche, servait abondamment, sauf qu'à cet âge-là, un verre leur suffisait pour être sous. Donc je ne vous raconte pas ce que c'était quand ils en avaient bu 10. Le bistrotier s'en foutait, il les posait devant la porte, démerdez-vous. Et je me vois un gamin prendre par le bras chaque jour 5, 6 de ces personnes pour les ramener jusqu'à l'hospice. Et il se trouve que le bistrotier était un ami de mes grands-parents, donc je ne pouvais pas vraiment libérer ma colère contre lui, mais je n'ai pas cessé de penser à cette injustice ignoble qui consiste de la part de quelqu'un qui fait du fric sur le dos de faibles, d'utiliser de cette sorte-là la faiblesse des gens. Et je pense que la création d'Espoir, quelques années plus tard, n'est pas tout à fait étrangère non plus à ce ressenti violent d'une manière d'utiliser, d'abuser de l'insouciance, de l'inconscience de gens réduits à l'état presque végétatif, mais qui sont encore des clients pour le commerce, et on se moque éperdument de savoir ce qu'il advient d'eux une fois qu'ils ont consommé ou surconsommé. Troisième confrontation douloureuse avec une autre forme de violence, c'est mes études de théologie, notamment la découverte de l'Ancien Testament. Autant les catholiques en sont épargnés parce qu'on leur apprend guère le contenu de l'Ancien Testament, autant les protestants en fac de théologie sont abreuvés dans l'Ancien Testament. Et je dois vous dire d'ailleurs, heureusement, je crois qu'on ne peut rien comprendre au Nouveau Testament si on n'a pas vraiment intégré
les horreurs du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. Alors que je te passe les faux prophètes au fil de l'épée, Hérode, que je te zigouille les Samaritains, que je te flanque la rouste aux Nazaréens, enfin tout le monde y a droit. Israël, bien sûr, notamment avec la déportation en Égypte, et d'abord, non, après coup, à Mésopotamie. Mais Israël rend la monnaie de la pièce très allègrement, en massacrant tout ce qui n'est pas fidèle au peuple unique, qui ne respecte pas la terre promise par Dieu, paraît-il. Moi, je n'ai pas découvert nulle part d'archives attestant que Dieu a transmis cette terre en propriété unique à Israël. Et donc, ça continue joyeusement, si j'ose dire, pour m'exprimer de manière triviale, aujourd'hui, à travers le conflit israélo-arabe. Alors, tout ne se résume pas à ça, loin de là, puisqu'entre-temps, les choses se sont admirablement compliquées avec les intérêts géopolitiques de beaucoup de pays du monde entier. Mais enfin, le Patakès, il est quand même d'origine déjà la volonté d'un peuple de dire ce territoire m'appartient en propre, il m'a été donné par Dieu, autrement dit, ça ne se discute même pas, je suis là de plein droit, et tout ce qui n'est pas moi, vous dégagez, allez voir ailleurs. Donc, théologiquement, c'est quelque chose qui pour moi reste totalement irrecevable, imbuvable, parce que ça atteste de quoi? De cette espèce d'orgueil humain, alors qu'on retrouve évidemment dans beaucoup d'autres endroits aussi, un orgueil épouvantable qui consiste à considérer que on fait partie d'un peuple élu, on a tous les droits, ils ne sont pas contestables, et puis ce qui n'est pas de chez moi, c'est forcément de moindre valeur, donc je peux massacrer des gens qui ont moins de valeur que moi. Vous entendez bien sûr derrière ce propos ce qu'on peut avoir entendu, un dénommé Hitler, qui a prétendu aussi que les Polonais, au départ, étaient des sous-hommes, Untermenschen, qui les a massacrés au nom de sa prétendue arianité. Ensuite, ils sont passés les tziganes, ils sont passés les juifs, les handicapés, les aliénés. Voilà. Il suffit, au fond, de proclamer qu'on est de la race supérieure, où on a des droits qui ont été conférés par Dieu en personne. Les rois de France n'ont pas fait mieux. Rois de droit divin, moyennant quoi ils pouvaient se permettre tout et n'importe quoi. Les dragonnades, la chasse aux huguenots, enfin, je veux dire, de part et d'autre, on retrouve toujours les mêmes ingrédients qui forment les violences les plus atroces. Et les pires d'entre elles sont celles qui ont le label théologique, à mon sens, parce que les autres arrivent à peu près à les démontrer, à dénoncer leur inanité. Quand Hitler se base sur des soi-disant recherches scientifiques pour prouver que l'homme blond, aux yeux bleus, grand, est de race supérieure aux non-ariens, les scientifiques, sauf les crétins qui ont travaillé pour lui à l'époque, crétins salopards, les autres ont pu très facilement démontrer par la suite que scientifiquement, ça ne tient pas la route. Mais par contre, dès lors que quelqu'un affirme théologiquement, en se fondant sur un rapport direct à son Dieu, et qu'il tient son pouvoir de ce Dieu improbable, improuvable, insaisissable, inexistant, sauf pour celui qui s'en revendique, et ben voilà, après ça, on a les mains libres pour faire à peu près tout ce qu'on a envie de faire, avec qui on a envie d'en découdre. Voilà pour me situer. C'est un peu long, mais vous comprendrez que je ne suis pas un neutre, je ne suis pas un observateur non passionné, je suis un passionné parce que j'estime que toutes ces contre-vérités qui servent de nourriture à des monstres, j'ose le dire, à des monstres humains, je les poursuis, je les traque autant que je peux. D'autant plus que les politiques ne sont pas exempts non plus de ce genre de prétention au pouvoir
quasi absolue qui leur est conférée, alors non plus par Dieu, mais par ce qu'ils appellent joliment maintenant, même notre maire Colmarien, qui n'y connaît pas un sou, mais qui parle quand même de l'onction du suffrage, démocratique. L'onction, dommage que ce ne soit pas l'extrême onction, je la lui aurais administré volontiers, très souvent, mais c'est vous dire quand même à quel point nous sommes dans des dérives scandaleuses, gravissimes, de gens qui s'emparent du pouvoir et qui pensent le détenir. Voilà. Le droit divin, bien sûr, mais aussi, aujourd'hui, la démocratie offre à certains la possibilité de dire que, étant élu légalement par le peuple, personne ne peut me contester. L'élection, elle vaut onction définitive. Alors, c'est ce qui s'est passé, et je passe là du coq à l'âne, ou presque, c'est ce qui s'est passé en 1939-1945, bien sûr, de la part de Hitler. Je l'ai mentionné pour toute une série de personnes, enfin de catégories de personnes, mais celle pour laquelle Jean-Yves m'a demandé de venir vous rencontrer, c'est celle, évidemment, des incorporés de force. Juste un mot pour éliminer tout de suite, dans la terminologie utilisée, le mot de « malgré nous ». Ce mot est totalement inapproprié pour parler de la Deuxième Guerre mondiale. Les malgré nous, qui sont-ils? Ce sont les Alsaciens et les Mosellans entre 1914 et 1918 qui sont des Reichsdeutsche, donc qui sont des sujets de l'empereur Guillaume depuis 1871 par suite du traité de Francfort. Le traité de Francfort est un traité international co-signé par la France et par l'Allemagne qui, officiellement, restitue à l'Allemagne la Moselle et les 2 départements d'Alsace. Du coup, plus personne en Alsace-Moselle ne peut se dire français, ni incorporé de force en 14-18, parce qu'ils font partie, ils sont des citoyens pleins, entiers du Reich allemand. À ce titre, ils font le CS militaire. Malheureusement, ce CS militaire, ils le font contre leurs anciens cousins, frères, de l'autre côté des Vosges. Et c'est donc malgré eux que ces personnes partent faire la guerre en vieille France, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, ils sont eux-mêmes sous uniforme allemand de plein droit. De plein droit du point de vue juridique, j'entends. Plus rien de pareil entre 1939 et 1945. Jamais, au grand jamais, il n'y a eu un traité international qui a permis au régime nazi, à partir de 1939, de remettre la main sur l'Alsace et la Moselle. Hitler en a disposé à son gré. Alors c'est là où nous sommes aujourd'hui révoltés de l'histoire contre notre propre pays, la France, à savoir que Pétain n'a élevé aucune protestation officielle et rendue publique contre l'annexion de fait pratiquée par Hitler à partir de 1939. Il existe dans les archives un document que Pétain a signé, mais qui n'a jamais été officialisé. Donc les Allemands ont pu penser que, par le moment où ils mettaient la main et que la France ne protestait pas sur le plan diplomatique, au moins de manière formelle, eh bien, ils étaient dans le droit de reprendre l'Alsace et la Moselle dans leur giron. Ils l'ont fait. Aucune protestation, je le souligne, je le soutiens, sur le plan officiel, n'a été élevée contre cette annexion de fait. Et donc, l'histoire de l'Alsace, à partir de 1939, la drôle de guerre, tout le monde pensait que la ligne Maginot allait nous mettre à l'abri de l'invasion des Allemands. Manque de bol, les Allemands nous ont pris à revers en passant plus haut que le front sur lequel on les attendait. Et puis, la France, peu à peu, la partie nord et l'est tombe dans l'escarcelle des Allemands. À ce moment-là, pour l'Alsace et la Moselle, nous ne sommes plus en pays occupé. Nous sommes en pays annexé, puisque commence ce que les Allemands ont appelé la Umschulung,
On change d'école. Les instituteurs, par exemple, sont mutés en Bavière ou en Silésie pour qu'ils deviennent de vrais Allemands là-bas, et ils sont remplacés en Alsace et en Moselle par de vrais instituteurs allemands. Les noms des rues sont débaptisés. Personnellement, en 1942, je suis inscrit au registre d'état civil sous Andreas Bernhard Rodenstein. C'est beau, hein? Il a fallu faire rectifier ça en 1945. Enfin, tout est germanisé sans, encore une fois, demander l'avis de qui que ce soit. L'éducation est forcément allemande. Interdiction de parler le français. Vous étiez envoyé à Schirmeck si vous osiez en public parler un mot de français. Porter par exemple le béret basque. Interdiction absolue. Ça faisait trop français. Les Allemands appelaient ça Gehirnverdunklungskappe. Le béret basque. Ça veut dire le couvre-chef qui vous assombrit l'esprit. Le béret basque, voilà. Enfin, ils ont poussé dans tous les retranchements une germanisation, une nazification de l'Alsace et de la Moselle, en commençant évidemment sur le plan de la culture et de l'éducation. Éradication totale de la langue française, y compris dans le privé, plus de publications en français, plus rien. Tout se fait en allemand, les noms sont débaptisés, à tel point d'ailleurs que pendant quelques jours, à Mulhouse, pour la petite histoire, il y avait ce qui s'appelait à l'époque la rue du Sauvage, et les Allemands n'y comprenant rien, ont débaptisé la rue et on l'appelait Adolf Hitler Straße. La rue du Sauvage est devenue pendant quelques jours seulement, parce qu'une fois qu'ils ont pris conscience de leur bévue, ils ont vite changé à nouveau. Enfin, c'est absolument... On ne peut pas imaginer dans quel contexte nos parents, nos grands-parents ont été amenés à être totalement chamboulés dans leur manière de penser, dans leur manière d'être, par cette nazification rampante, mais qui a été mise en place de manière très systématique, comme ça le font les Allemands, Gründlichkeit. Ils ont créé des milices politiques, le Ortsgruppenleiter, enfin, chaque quartier était sous la surveillance politique, et de préférence un Alsacien qu'on payait fort pour ça, pour dénoncer les gens dès lors qu'il se passait je ne sais quoi, un peu de travers. Et donc tout était ficelé, encadré, contrôlé, jusqu'à ce qu'arrivent les fameux décrets scélérats du mois d'août 1942, le Gauleiter Bürkel en Moselle, signe le premier décret de l'incorporation de force de 30, enfin, pas de 30 000, il signe simplement le décret de l'incorporation de force de certaines classes d'âge dans la Wehrmacht, donc dans l'armée nazie. Le 25 août 1942, le Gauleiter Wagner, Statthalter de Strasbourg, signe le même décret pour l'Alsace. Moyennant quoi, 130 000, écoutez bien, 130 000 hommes nés entre 1912 et 1927 pour la dernière classe d'âge incorporée, nous sommes en 1942, de la classe 1912, les gens avaient 30 ans, jusqu'à la classe 27, en 1944, ils avaient 17 ans. Systématiquement, ces classes d'âge vont être enrôlées de force, contraintes de porter l'uniforme nazi et d'être, pour la plupart d'entre eux, transférés sur le front de l'Est, à l'époque où les Russes commencent à enfoncer systématiquement, justement, les lignes allemandes tout au long de la Baltique, la Pologne. Ce sont des zones dans lesquelles les soldats tombent comme des mouches, grâce aux ordres de Staline, entre autres. Ces fameuses batteries de missiles que les Russes avaient mis au point, qui étaient des engins de guerre phénoménaux, qui tiraient, je ne sais combien, de dizaines, de centaines d'obus à la file, d'où le nom de orgue, comme des tuyaux d'orgue, une horreur absolue. Et donc, comme dit, l'Allemagne commence à manquer crucialement de soldats à envoyer sur le front, parce que bah oui, ça coûte un homme sur le front là-bas, et aussi il faut tenir le front
à l'ouest, il faut le tenir au sud, il faut le tenir à l'est. C'est compliqué et il manque d'hommes. Et à plusieurs reprises, les deux Gauleiter, Bürkel pour la Lorraine et Wagner pour l'Alsace, disent au Führer, mais prenons des Alsaciens. Hitler dit non, je me méfie de ces gens-là, ils ne sont pas fiables, je n'en veux pas dans mon armée. Mais vu l'effondrement des forces allemandes, ils arrivent malgré tout, en 1942, à lui dire « maintenant il faut y aller, on les prend ». Et donc ils se sont arrangés pour ne pas créer de division alsacienne, bien sûr, parce que là, c'eût été un risque de rébellion, mais il les a savamment mélangés à des régiments allemands, quelques Alsaciens par-ci, quelques Mosellans par-là, etc., et noyés dans la masse, ils étaient moins forts. Et de surcroît, Hitler leur avait, au moment de l'incomparaison de force, mis un marché entre les mains en disant si vous venez à l'incomparaison de force, je fais de vous des citoyens allemands de plein droit, ce qui veut dire que vos familles seront désormais, ne seront plus inquiétées. Vous ne risquez plus rien pour vos familles. Piège, évidemment, mais ce que la plupart ne savent pas, c'est que Radio Londres, à ce moment-là, inonde les ondes en disant aux Alsaciens, Mosellans, signez en fermant les yeux, ça ne vous engage à rien. Radio Londres. Et donc, nos pères, sauf alors des héros, de vrais héros, qui ont pris la fuite, des réfractaires, ceux qui ne se sont pas laissés incorporer de force, je vous en raconterai 2 ou 3, qui, après coup, ont affiché un mépris profond, violent, contre les 130 000 qui, eux, sont partis et qui étaient des traîtres à la patrie, des salauds, qui étaient des gens infréquentables, dont nous sommes aujourd'hui encore victimes, dans la mesure où cette honte a été mise d'abord sur nos pères, et puis sur nos mères veuves, sur toutes nos familles et sur nous les enfants. Encore aujourd'hui, nous ne sommes pas en capacité de faire entendre, ni en Alsace, ni en Vieille France, que échapper à l'époque à l'incomparaison de force, ça n'était pas à la portée de tout un chacun. Alors, le premier personnage dont je vais vous parler, qui a tenu ce discours jusqu'à sa mort récente, c'est un sinistre ministre qui a appartenu à un gouvernement général de Gaulle, qui s'appelle André Borde. Ça vous dit quelque chose, André Borde? Si vous étiez venu dans le temps en Alsace, il y avait des panneaux de la DTE au bord des routes où il était marqué « bord dangereux ». Nous, on l'avait compris trop tard que notre bord était dangereux, mais ce type-là a été en charge des anciens combattants pendant quelques années sous De Gaulle et sous Pompidou. Ensuite, il a hérité de la présidence d'une fondation entente franco-allemande qui a eu à gérer 250 millions de Deutschmark, excusez du peu, pour indemniser les incorporés de force, leurs descendants et leurs ascendants. Et ce monsieur, qui est mort l'an dernier, je ne pourrais jamais dire paix à son âme, parce que je voudrais qu'il le rôtisse à l'infini dans un... Ah, celui-là alors. Je suis dans un mouvement non violent, excusez-moi. Excusez-moi. Mais voilà, il y a des exceptions qui confirment la règle. Celui-là, c'est une de mes exceptions. Non, je vous entends. André, oui, ça fait bien de le dire. Oui. Alors, André Borde, ministre donc des anciens combattants, toute sa vie, alors qu'il gérait les fonds destinés à l'indemnisation des incorporés de force, a raconté partout où il est passé que les incorporés de force étaient tous des pleutres, des salopards, des crétins finis, que tous n'avaient qu'à faire comme lui. Lui, il s'est tiré. Il me dit ça en face, il y a 3 ans, dans son bureau, et je lui dis, André Borde, vous avez quel âge? Il me regarde, ça vous regarde? Oui, j'ai dit, je veux savoir quel âge vous aviez. 17 ans. Vous étiez père de famille, bien sûr. Non, j'étais célibataire, évidemment. Et vous osez jeter un tel discrédit sur des pères de famille qui avaient des enfants à domicile avec femmes et parents. Et vous osez me dire ça à moi. Je dis, mais vous êtes un beau salopard, parce que, en plus, il rajoute que son père était assez riche à l'époque pour payer un réseau
de passeurs dans le Bas-Rhin, dont j'ai entre-temps appris à connaître la chef du réseau, une femme formidable, qui confirme en tout point qu'elle a été rémunérée par le père d'André Borde pour faire passer ce jeune homme en Suisse. De Suisse, il est parti s'installer à Montpellier. Il a coulé une vie d'étudiant heureuse sur le terrasse de Montpellier. Et dans les 3-4 derniers jours, à la fin de la guerre, il a rejoint le 2e DB. Il est revenu comme un triomphateur dans Strasbourg et c'est devenu l'homme politique le plus influent d'Alsace pendant 40 ans. André Borde, le plus beau des salopards, dont le fric qu'il avait en gestion est passé, devinez où, pour une bonne partie est retourné en Allemagne. En Allemagne, il a financé les vitraux de la cathédrale de Dresde lors de la réfection. Il a participé à l'achat et à la réfection d'un hôtel de grand luxe à Berlin pour y installer piscine, spa, salle de cinéma, etc. Pour y organiser toutes les réceptions de la jeunesse franco-allemande pendant des années. Il a trusté avec Alfred Tröstler. Ça vous dit quelque chose, ça? La fondation Tröstler. Allez chercher sur Internet, notez juste le nom, Alfred Tröstler, un riche hambourgeois qui s'est enrichi pendant la guerre, évidemment, sur le dos des Juifs qu'il a plumés. Il a été le délégué de Hitler à Paris pour rapatrier en Alsace les officiers, sous-officiers alsaciens qui se promenaient encore en vieille France. Et une fois qu'ils étaient là, évidemment, on leur a mis la main dessus et envoyé sur le front russe, enfin, là aussi, une belle salope, qui ensuite a fait l'acquisition d'énormément de châteaux en Bavière, y compris en Alsace. Son dernier château qui lui est passé sous le nez est celui de Kinsheim, que beaucoup d'entre vous, peut-être alsaciens, connaissent, et dans ces châteaux, il recevait toute la classe politique alsacienne, droite et gauche confondues, pour des séjours de chasse, pour des vacances, tout frais payé. Champagne coulant à flot, en fait, rien n'était assez beau. Et pendant tous ces séjours, il leur a inculqué quoi? La suprématie culturelle, intellectuelle et spirituelle du pan-germanisme. Le pan-germanisme. Je vous renvoie à des ouvrages très sérieux d'historiens, malheureusement pas publiés, ou très peu publiés. Ce monsieur a fait la promotion du pan-germanisme jusqu'à sa mort récente, elle aussi. Mais l'œuvre continue. On n'imagine même pas jusqu'où vont se nicher les réseaux, les sous-réseaux de ce que j'appelais tout à l'heure cette dictature intellectuelle des surhommes qui continuent à laisser croire partout dans les fondements même de l'éducation, à travers le chant, la musique, l'art, tout ce qu'on voudra, à quel point certains sont des esprits supérieurs qui méritent de vivre et de vivre bien, et qu'une grande masse des gens, c'est la merde. On n'a pas à en tenir compte. Mieux, plus vite, on leur écrase la gueule et mieux le monde se portera. Pardonnez-moi mon langage très châtié de pasteur protestant, mais voilà, vous comprenez que je boue intérieurement en vous racontant tout ça, pas pour la première fois pour moi, mais je n'arrive pas à trouver les mots justes pour qualifier ce genre d'activistes qui infiltrent de partout l'esprit et des adultes et des enfants, de la jeunesse, des ados, y compris à travers des choses extrêmement ludiques et généreuses comme les camps offerts dans ces châteaux de bonne réputation. C'est tristement odieux. Donc je reviens à la comparaison de force. 130 000 Alsaciens-Mosellans sous l'uniforme, les dernières classes d'âge, notamment 26 et 27, partent pour la plupart directement dans les Waffen-SS. D'où l'affaire d'Oradour. Oradour-sur-Glane, c'est le procès de 16 Alsaciens, dont un seul a été un volontaire. Un seul sur les 16. Et on oublie généralement de dire que dans l'église, parmi les centaines de morts brûlés vifs, se trouvaient 46 familles alsaciennes réfugiées dans le sud-ouest à l'époque. Donc de ça, on n'en parle jamais. Mais ceux dont on parle encore aujourd'hui, pour salir, pour dénigrer, pour vilipender l'attitude entière des Alsaciens-Mosellans pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'unique soldat alsacien
volontaire dans la division das Reich, qui est à l'origine de tous les crimes, non seulement d'Oradour, mais aussi d'un village non loin de là, dont on ne parle jamais, qui a connu le même sort, et de beaucoup d'autres encore par la suite. Qu'a-t-on essayé de faire ce jour-là à Oradour? À démontrer définitivement face à l'histoire de la France que l'Alsace et la Moselle, décidément, c'est un territoire qui ne sera jamais français, sur lequel on ne pourra jamais tabler, qui restera toujours en marge de l'histoire de la France et dont il faut se méfier comme de la peste. Comme de la peste. Alors, je rappelle brièvement les grandes étapes. 1648, traité de Westphalie. Louis XIV reprend l'Alsace et la Moselle dans le royaume de France. 1891, traité de Francfort, l'Allemagne, la Moselle retourne en Allemagne. En 18, l'Alsace et la Moselle redeviennent françaises. En 39-45, boum, on repart de l'autre côté. Et en 45, on revient dans le giron national. Pour le moins, une histoire chahutée, et dans laquelle les Alsaciens eux-mêmes se sont totalement noyés. Noyés à tel point qu'aujourd'hui, je prétends qu'il n'existe aucune histoire digne d'être lue sur les 100 dernières années de l'histoire d'Alsace. Il n'en existe aucune. Personne, à part deux, trois géographes plutôt, qui ont écrit sur la Deuxième Guerre mondiale. Je pense à l'ami Alfred Wahl, qui était prof de fac à Metz. Il y a un très bon historien depuis peu à Mulhouse, qui enseigne à la fac, dont j'ai oublié le nom, pas Doyon. Bref, ils sont très peu nombreux à oser écrire l'histoire. Et pourquoi? Parce que, là encore, la classe politique alsacienne a fait preuve d'une lâcheté exemplaire à partir de 1945. Récemment, un député ami m'a dit, Bernard, quand on est élu pour la première fois député d'Alsace, quand on arrive au Parlement, on nous dit, vous les Alsaciens, pas de vague, on ne peut pas vous entendre parler de vos problématiques spécifiques Alsace-Moselle. Vous ne la ramenez plus, vous êtes dans le rang, point à la ligne. À tel point qu'effectivement, ils avalisent tous les contes et légendes qui circulent depuis lors sur cette prétendue collaboration pendant l'Allemagne nazie, cette prétendue infiltration consentie, cette non-révolte, ce non-réveil après la guerre, où les incorporés de force qui sont rentrés, il y a eu 40 000 retours de gens en bonne santé et 40 000 blessés. Sur 130 000, 40 000 restent sur le carreau. 30 000 morts et 10 000 portés disparus. Un tiers. Eh bien, les 2 tiers qui sont revenus vivants ont été très largement choyés par l'État français. Emploi réservé, pension à vie, Bandler, c'est-à-dire les petites décorations là, qui pendent le long de la poitrine, qui font que certains deviennent bossus. Tout ça, ça a été généreusement offert aux incorporés de force, à tel point que depuis une dizaine d'années, les incorporés de force qui maintenant ont, les plus jeunes, classe 27, ils ont 87 ans cette année, c'est ça? De la classe 27, à l'époque, ils avaient 77, et à partir d'il y a une dizaine d'années, à toutes les cérémonies, on entendait dire et redire, nous devons maintenant la boucler, nous n'avons plus rien à demander au gouvernement français ni à l'Allemagne, tout a été fait et bien fait, il ne faut surtout plus la ramener. 10 ans en arrière, c'est l'âge où moi je prends conscience, enfin, du drame qu'a été pour l'Alsace l'incorporation de force, et je prends cette conscience à travers qui? La génération des enfants orphelins de guerre. Je vais vous dire pourquoi cette conscience a été réveillée il y a seulement 10 ans, mais toujours est-il que, à ce moment-là, nous sommes absolument effarés d'entendre ces propos qui nous sautent
aux oreilles et à la gueule en disant mais nous devrions aujourd'hui considérer que la France et l'Allemagne ont tout fait pour les incorporer de force. Oui, encore une fois, je le répète, pour ceux qui sont rentrés vivants. Mais pour les veuves et pour les enfants, qui tous à l'époque étaient des gamins de 2, 3, 4, 5, 6 ans maximum, rien n'a été fait. Je vais vous dire pourquoi. C'est que depuis l'an 2000, Lionel Jospin s'est fait manœuvrer par Serge Klarsfeld, un nom qui vous est sans doute connu, parce que Alain Juppé, en 1997, avait institué une commission dont Serge Klarsfeld était le président, pour voir comment mettre un terme définitif aux revendications des familles juives qui prétendaient qu'ils n'avaient été indemnisés de leur spoliation et de leurs expropriations qu'à hauteur de 90%. Comment prouver qu'il restait 10% de spoliation non indemnisée? Le lobby juif, il faut en parler, il existe, à travers Klarsfeld entre autres et quelques autres, ont réussi à pondre un rapport dans lequel le tout dernier jour de leurs travaux se termine par « Nous demandons au gouvernement français de nous attribuer une rente à vie qui aujourd'hui est de 530 € par mois pour les enfants de parents juifs morts en déportation. » Décret est signé par Lionel Jospin au mois de juillet 2000. Depuis lors, tous les enfants juifs en France, quel que soit leur âge, touchent tous les mois une rente de 530 € pour solde de tout compte par rapport aux spoliations dont ils auraient été victimes pendant la guerre. Alors que les Américains ont indemnisé, la France a indemnisé, les banques de tous les pays du monde ont été obligées d'indemniser. Et il n'y a eu aucun élément de preuve apporté dans cette commission pour dire, voilà, le montant de ce qui n'a pas été restitué est de 10% de la somme globale. Ça présentait des milliards encore à l'époque. Et pour ne pas avoir cette charge, ils trouvent cette solution commode, sauf que personne n'a le courage de le dire que c'est pour indemniser encore les biens matériels. Ils disent que c'est pour indemniser la souffrance spécifique des enfants de parents juifs morts en déportation. Ça met le feu aux poudres. Moi, je me tais. Mon frère, lui, était remonté comme une pendule. Je dis, écoute, Paul, on ne bouge pas, parce que si on bouge là-dessus, on va se faire traiter d'antisioniste. Donc, on ne dit rien, on ne fait rien. 2004, Raffarin, Premier ministre, est mis sous pression par les enfants de déportés politiques, morts en déportation. Et il signe le même décret pour les enfants de parents morts en déportation. Et là, il dit victime de la barbarie nazie. Mais là, pour le coup, notre sang ne fait qu'un tour, et nous disons, mais alors nos pères à nous, ils n'auraient pas été victimes par hasard aussi de la barbarie nazie? Les gens dans le maquis, ils n'auraient été victimes de la barbarie nazie? Les victimes de bombardements, je reviens de Caen, où il y a eu 20 000 victimes civiles des bombardements alliés, ça n'a pas été des victimes de la barbarie nazie? Quand on entend les drames individuels qui sont résultés de la mort des parents, on est absolument scandalisé. Et donc, nous tentons, là, ces jours-ci, toute dernière démarche, semaine prochaine à Paris, pour essayer d'obtenir gain de cause, parce que depuis 2004, malgré toutes nos protestations, toutes nos demandes de rendez-vous, de courriers, rien ne pénètre cette espèce de manteau de plomb dont ils se sont habillés au gouvernement et au Parlement pour dire on n'ira pas plus loin, on sait que c'est injuste, que ça crée des inégalités, mais on n'ira pas plus loin. Et donc, il y a une petite faille peut-être encore à exploiter, on va la tenter la semaine prochaine, mais c'est quand même vous dire à quel point, face à tous ces drames, on peut bien sûr le rapporter cyniquement à des questions de fric, mais excusez-moi, l'injustice, l'inégalité ressentie, ça n'a rien à voir avec du pognon, savoir avec l'attention qu'on porte à certaines victimes, et que pour d'autres, on nous dise, dans le rapport de l'ancien ministre gaulliste Philippe de Chartres, nous devons considérer, nous autres, que nos pères, alors tenez-vous bien à vos chaises, nous devons considérer que nos pères ont été les victimes
de la glorieuse malchance des armes. Victime de la glorieuse malchance des armes. C'est noir sur blanc dans le rapport de Philippe de Chartres qui devait rendre le premier rapport au gouvernement sur quid de la réalisation des autres orphelins de guerre. C'est dommage, j'aurais dû vous apporter des cartes postales qu'on a fait avec notre ami Phil Unstock, qui nous a fait un superbe dessin par rapport à ça. Mais c'est quand même un morceau d'anthologie pour les non-violents. Les victimes de la glorieuse malchance des armes. Voilà. Désolé, je ne peux pas accepter ce sort. Je ne peux pas, je ne l'accepterai jamais. Mais j'arrête là mon exposé sur ce qui aurait dû être un très bref exposé sur l'incorporation de force. Je suis désolé de vous avoir tenu la jambe si longtemps. Excusez-moi. Eh bien, merci beaucoup Bernard. Si tu veux bien, on va faire quelques allers-retours avec la salle. Tu acceptes? S'il y a des questions, écoutez, je propose que les uns après les autres, je vous prenne. On n'a pas besoin de micro. Tu peux te lever peut-être et puis on t'entendra bien. Donc moi, c'est pas une question. Je trouve que ce que la nation ne fait pas, les Alsaciens eux-mêmes le font. Moi, je suis abonnée à une revue qui s'appelle Patrimoine de l'air. Et ça fait 1 an ou 2 ou 3 que je vois apparaître des gens qui vont dans les villages pour interviewer les personnes âgées et qui disent qui ont été ces gens, qu'est-ce qui leur est arrivé, les représailles sur les familles. Donc je trouve qu'il y a une prise de conscience en Alsace à ce niveau-là. Merci beaucoup. Ensuite. Oui, est-ce que vous pourriez raconter l'anecdote du Port-Repli et du Schirm? C'est peut-être quelque chose qui est... Ça fait partie un peu de cette démobilisation des... Oui. Gérard Muller a fort bien ironisé. Gérard Muller, qui est un artiste qui a animé une revue satirique pendant 30 ou 40 ans, je crois, en Alsace, qui s'appelait Port-Repli, le parapluie. Les Alsaciens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont toujours ouvert le parapluie. Alors comme ça, on est couvert, on ne risque rien, ni de part et d'autre. Mais vous connaissez sans doute cette histoire mieux que moi. Je veux parler de cette anecdote quand les Russes sont arrivés, oui, et qu'ils ont donc fait prisonniers des tas d'Alsaciens et d'Allemands et des Alsaciens qui étaient les incorporés de force. Oui. Alors évidemment, les Alsaciens avaient dit aux Russes, mais nous ne sommes pas... Nous sommes français. Nous sommes Alsaciens. Nous sommes français, nous ne sommes pas... Alors évidemment, comment prouver que vous êtes Alsacien? Alors, l'anecdote, je ne sais pas, la légende veut qu'il y avait un officier allemand qui, derrière un bureau, une table, avait fait venir dans la salle ce fameux soldat qui voulait se prétendre être français, et puis certains Allemands, alors voulaient aussi jouer le jeu de dire « Ah, mais je peux peut-être être démobilisé parce que je veux dire aussi, etc. » Alors ils ont fait le jeu de savoir, l'officier allemand a pris un parapluie. Ah oui. En français, un parapluie. Et dans le dialecte alsacien, parce que je suis un vrai Alsacien, pardonnez-moi, mais il est vrai que l'Alsacien ne dira jamais Schirm. On dit parapluie. En allemand, il dira Port-Repli. Port-Repli, ça ressemble à la consonance française, mais un Alsacien, moi, à mon âge, j'ai toujours dit Port-Repli. Port-Repli. Donc un Alsacien dira toujours Port-Repli. Et l'allemand, on a Schirm. Qui dira Schirm. Alors on a demandé à cet élément soldat, c'est quoi? Alors il disait Schirm à gauche. Il disait Port-Repli à droite. Et c'est comme ça a pu sauver quelques incorporés de force. Je ne pense pas des masses parce que... Il y a peut-être une légende qui a été posée là autour. Je pense que c'est une très belle légende. Elle est très belle parce que de plus en plus les Allemands parlent de parapluie en allemand. Ils utilisent les termes français eux aussi maintenant, comme pour le plafond et le trottoir. Il reste des termes de l'invasion de Napoléon encore en Allemagne, dont Port-Repli qui en fait partie. Mais plus sérieusement, toutes nos mères avaient cousu un morceau de drapeau français dans le revers de la vareuse
pour que, en cas d'arrestation par les Russes, ils puissent faire état de leur appartenance à la France. Ça n'a strictement servi à rien. Les Russes n'ont plus fait le détail. Ils en ont emmené, je sais pas, 10 000, je crois, à Tambov, enfin dans les camps en Russie, dont 5 000 dans le camp de près de Tambov. Le nom échappe. Pardon. Non. Non, ça non. C'est un autre nom, Tara ou Mara ou un nom comme ça. Où 5 000 ont été faits prisonniers dans ce seul camp-là, mais la plupart sont aussi morts pendant le trajet. Tous les blessés n'ont pas été soignés, et une fois arrivés dans le camp, on les a fait travailler comme des fous, du matin jusqu'au soir, sans nourriture, sans hygiène, et la plupart sont morts de dysenterie, de sous-nutrition. Enfin, c'était des faits atroces. Mais en tous les cas, l'histoire du drapeau cousu, maman nous l'a raconté, on le savait, que papa avait ça dans sa vareuse. Rien du tout. Et quand on en a parlé en Lituanie aussi, pour demander si les historiens lituaniens pouvaient nous dire, à partir de 91, quand le mur de Berlin est tombé, et qu'une association de chercheurs de tombes allemands a pu se rendre dans tous les pays où il y avait eu des conflits avec les Allemands, on y est allé en 2002, on nous a répondu: si vous croyez vraiment que nous, on s'intéresse au sort des soi-disant soldats français morts sous uniforme allemand, alors que les nôtres sont partis de la même manière, emmenés par les Russes, et on ne sait encore aujourd'hui pas non plus où ils sont. Alors, réécrire l'histoire dans ces conditions, il ne faut pas y croire. Merci. Vas-y. Oui, moi j'interviens dans le sens de la complexité historique. Hier, on a eu un historien qui nous a parlé que c'était très complexe, puisqu'en Alsace, nous avions 20% de nazis, 60% dans le Marais et 20% de résistants. Mais au-delà de ça, c'est que la France, on l'a vu, on dit le passé ne passe pas. Il y a eu des moments volontairement politiques. De Gaulle a dit, bon, on fait l'épuration, après on ferme les robinets. Il a fallu nuit et brouillard pour qu'enfin on soulève le couvercle de ce qui s'est passé dans les camps de concentration et d'extermination. Ensuite, on a parlé, aujourd'hui encore, on traite la question des soldats des colonies qui ne recevaient aucune solde et qui étaient figés dans leur pays. Et la cristallisation des pensions. Au jour d'aujourd'hui, on est dans un problème de mémoire et de repentance. Donc il faut que l'État français fasse un travail en effet de fond, sans oublier personne, y compris les STO, parce que prenez les STO, même les miliciens par exemple. Il y a des gens qui sont surtout des miliciens, presque à l'insu de leur plein gré, parce qu'il y a eu des pressions sûrement dans leur famille, etc. Donc s'il y a un travail réel, sérieux, d'une commission indépendante d'historiens et autres, qui disent voilà, l'État pétain, parce que ça a été aussi dur, regardez Chirac, ça a été le premier qui a dit à ce que Mitterrand refusait, il dit Vichy n'est pas la France, n'est pas la République. Néanmoins, les policiers étaient vraiment français, et des gens donc aujourd'hui, avec du recul, nous qui n'avons pas vécu en tant que tel, on devrait être autonome et indépendant, à y avoir du recul. On doit considérer, comme pour les fusils, pour l'exemple, que la France a une responsabilité, elle doit reconnaître donc les torts qui ont été faits au nom de la France par l'État de Vichy, et qu'elle rembourse, alors au prorata, sans faire de hiérarchie. Parce qu'il ne faut pas mettre les uns en regard des autres. Et pour finir, par exemple, si on regarde l'actualité encore, c'est par rapport aux victimes des essais nucléaires. Il y a des lois internationales qui reconnaissent la présomption, le fait d'être présent autour des essais et qu'on développe une maladie, ça est suffisant pour pouvoir prétendre à une indemnité. La France verrouille encore aujourd'hui, donc il y a encore des blocages. Et c'est notre boulot à tous, citoyens, de dire il faut que l'État avance, reconnaisse, déjà au niveau des essais, ce qui a été reconnu aux États-Unis et en Angleterre, donc ils font un effort fort, et que la France verrouille au maximum, et vis-à-vis des victimes de guerre, les enfants, qu'il y ait une reconnaissance jusqu'au bout, qu'il n'y ait pas de limite, quoi. Voilà. C'est ce que je souhaite. Alors si j'ai bien compris que Hollande va venir dans 10 jours, là, dans le secteur. Il vient avoir un Spielkopf le 3 août avec le président Gauck. J'avais écrit aux deux aussi, par rapport au Oradour, en disant est-ce que les orphelins de guerre pourraient être associés. Les réponses sont parvenues 3 mois après l'événement, pour dire que malheureusement il n'était pas possible de les associer. Et là c'est pareil, on ne sera pas associés.
Ils viennent faire leur petit numéro de cirque et puis ils repartiront. Mais les questions de fond ne seront à nouveau pas abordées. C'est juste pour se glorifier eux-mêmes à partir d'événements historiques qui ont marqué les opinions, mais ils ne cherchent pas à aller en profondeur. Nous réclamons par exemple des travaux d'historiens. La région Alsace, je le dis à Philippe Richert X et X fois, je dis mais purée, au lieu de claquer du pognon dans des monuments à la con, comme celui qu'ils vont faire un mur des noms à Schirmeck, graver 80 000 noms dans un... Mais pourquoi faire? Je dis mais mettez cet argent sur la table à la fac d'histoire et faites faire de vrais travaux d'historiens pour qu'enfin la mémoire alsacienne puisse en sortir apaisée. Parce que c'est ça qu'on attend. Et que nos petits-enfants n'aient pas à avoir honte un jour de dire que leurs grands-parents faisaient partie de ces victimes, soi-disant victimes, parce que c'est ça qu'on raconte. J'ai aussi été promoteur d'une idée, malheureusement ça s'est arrêté à ça, le FIVIG. J'ai suggéré à tous les États la création d'un fonds d'indemnisation des victimes de toutes les guerres. C'est-à-dire que les États, quand ils déclenchent une guerre, doivent savoir qu'ils vont être tenus pour responsables de tous les dégâts matériels et humains qui vont en résulter, et donc qu'ils s'obligent à mettre en place ce fonds, parce qu'ils ne pourront pas s'en tirer comme ils l'ont fait par le passé, en passant ça par perte et profit, en disant, ben voilà, ça a été un coup raté, encore un de plus, il y a tant et tant de victimes, tant et tant de dégâts, on passe, on oublie. Non, il faudrait que les États soient tenus d'indemniser jusqu'au dernier cent tout dégât qu'ils provoquent en déclenchant des guerres. Et on comprend bien pourquoi ils ne veulent pas ça. On comprend bien. Ce serait, je sais pas quoi, enfin, n'est pas logique. Enfin, que c'est pas tout simplement pas tolérable qu'il y ait des guerres. Mais les guerres en tant qu'agresseurs ou les guerres en tant qu'agressés? Oui, je sais, c'est un réel problème, mais je refuse en même temps de me placer sur ce terrain-là, parce que à ce moment-là, on peut justifier toutes les guerres. Bien sûr que dans un système où la violence institutionnelle est quelque chose qui est accepté, à part quelques minorités comme vous, qui militez contre le fait qu'on ait recours à la guerre comme arme de dialogue avec autrui. Moi je dis qu'il faut commencer par désarmer les esprits et les cœurs. C'est mon souci à moi en tant que pasteur, désarmer les esprits et les cœurs. Et ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire apprendre que chaque être humain, quel qu'il soit, est un être digne d'être aimé, un être capable d'aimer. Nous l'avons inscrit dans la charte d'espoir. Vous trouverez ces textes-là. J'ai 2 cartons donc à vous laisser. Vous retrouverez ça. Si nous ne faisons pas ce travail de fond, mais partout, dans le monde entier, nous ne pourrons jamais obtenir que les guerres cessent. Parce que le rapport de force étant la règle absolue même dans nos démocraties, on règne par la force, on ne règne pas ni par l'intelligence, ni par la tendresse. Le seul rapport de force connu, établi, reconnu, reste encore et toujours le rapport de force. Que ce soit la force physique, la force du fric, la force de l'intelligence aussi. On peut duper les gens parce qu'on est plus rusé que les autres. C'est toujours un rapport de force. Il faut, et pour moi c'est l'évangile, savoir qu'il y a une force supérieure à celle-ci, qui est la force de l'amour. Si nous sommes convaincus que la force supérieure, grâce à laquelle on peut surmonter toute contradiction, tout conflit, et ce n'est que la force de l'amour qui inclut la compréhension de l'autre, l'écoute, le pardon, la réconciliation. Si on ne fait pas toute cette démarche préalable, on aura beau dire on s'oppose aux guerres, on s'oppose à tout ça, c'est du blabla, excusez-moi, parce que fondamentalement, nous ne sommes plus éduqués du tout, et depuis fort longtemps, dans l'idée d'avancer vers un monde de paix et d'équilibre. C'est un monde de rapport de force.
un de mes amis, pasteur en politique aussi, Tullio Vinai, qui a été pasteur en Italie, à Riesi, en Sicile, et qui est le fondateur de la communauté Agapé, il a été sénateur à Rome pendant une dizaine d'années. Il a mené un combat au Sénat pour obtenir la création d'un ministère de la paix, en disant c'est quand même symbolique. Partout où je vais, je cherche à rencontrer des gens au gouvernement, et on m'adresse toujours au ministère de la Guerre ou de la Défense. Mais ça veut dire quoi? Rien que symboliquement, le fait de n'avoir que ça veut bien dire qu'on est orienté, spontanément orienté pour préparer la guerre. Civis pacem parabellum, on connaît tous, mais enfin moi c'est aussi, si tu prépares la guerre, c'est pour se servir des munitions que tu as préparées. Donc il y a des tas de démarches préalables à faire, me semble-t-il, pour pouvoir un jour faire le distinguo après entre guerre passive et guerre active. Il me semble, mais si le terrain en amont n'est pas préparé, on n'y arrivera jamais.